Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, en tout cas on va essayer de se mettre d'accord autour de Rafik Mati. Bonjour, Bonjour chef Valérie. d'entreprise, président du mouvement Objectif France, et vous avez publié Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA. C'est paru aux éditions Erol. Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtu. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, chroniqueur à La Croix. Bonjour à vous. Bonjour. Et Mathieu Hoc, secrétaire général du Millénaire. Bonjour à vous. Bonjour. Et on va revenir à l'actualité, c'est les réquisitions du procureur hier. Marine Le Pen risque 5 ans d'inéligibilité, 2 ans de prison ferme. Le RN dénonce une justice politique. On va revenir sur une interview de Valérie Pécresse hier qui veut un projet pédagogique pour montrer des caricatures dans les lycées, mais sans représenter Mahomet. Et Antoine Armand qui était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin qui veut réduire les normes qui empêchent les Français de travailler davantage. Ça va vous plaire peut-être, Rafik Mati. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Pierre Denis, on commence avec vous puisque c'est également dans l'actualité. Notre-Dame de Paris qui va réouvrir ses portes le 7 décembre prochain. Ah oui, alors effectivement, Notre-Dame, c'est pas mon coup de cœur. Je pensais que vous vouliez m'interroger sur mon coup de cœur, qui a un petit rapport avec ça. Oui, il y a c'est un quand petit même. rapport. On critique beaucoup Emmanuel Macron. On peut quand même dire que là, il a tenu son engagement. Ouais. Je vais vous avouer que moi, j'y croyais pas trop, et je pense que j'étais pas le seul à avoir des doutes, à manquer un petit peu de foi pour cette échéance de 5 ans pour un chantier aussi énorme. Ça a été très bien réalisé et ça s'est bien passé aussi, quoi qu'on en dise, entre les pouvoirs publics et l'Église catholique. Bien sûr, il y a eu des tensions, il y a eu encore un petit bras de fer autour de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Et je trouve que la solution qui a été retenue, d'ailleurs, est très bonne, elle est très sage, elle est républicaine. Ouais. Elle est conforme à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Le président de la République va s'exprimer devant Notre-Dame et pas dedans. Et oui, dedans, la loi interdit les discours politiques. Et le président de la République, c'est quand même un peu un homme politique, surtout qu'on peut s'attendre à ce qu'il fasse un discours politique, aussi assez politique. Et c'est un lieu de culte. Mais derrière ça, il y aura toujours un bras de fer entre l'Église catholique qui veut utiliser ce lieu pour sa vocation, c'est-à-dire un lieu de culte et de pèlerinage, c'est-à-dire c'est aussi un lieu où on passe pour aller vénérer en fait des reliques. Donc c'est un lieu de pèlerinage, c'est pas seulement un lieu où on dit la messe, pour être plus clair peut-être, mais c'est aussi évidemment une énorme attraction touristique mondiale. Donc il va falloir toujours chercher l'équilibre entre les deux. Et vous vous souvenez de la polémique sur le droit d'entrée, fallait-il payer? C'est ça qui est derrière en fait. Vous y étiez favorable? Moi j'étais défavorable parce qu'en fait, pour une raison en fait, pour 2 raisons en fait, parce que d'abord c'est la loi de 1905, les églises sont affectées au culte, donc elles sont pas des lieux, elles sont pas des musées. Donc, l'État a confisqué il y a un peu plus d'un siècle, les églises, les cathédrales et les églises à l'institution, à l'Église catholique. Il en a assumé parallèlement l'entretien. Il faudrait tout revoir, tout rééquilibrer dans la loi de 1905. Je pense que ça serait une chose à ne pas faire. Et la deuxième chose, c'est que Notre-Dame, c'est très particulier. Ce sera le monument le plus visité au monde l'année prochaine. Donc à partir de là, la pression commerciale, on va le dire, la pression, on dit touristique, culturelle, mais la pression commerciale est extrêmement forte. Et je pense qu'il fallait résister à la tentation, si vous me permettez cette expression. Alors, votre coup de cœur, je pensais que c'était en lien, ce dîner des bâtisseurs. Ça, c'est en lien sans être en lien, parce que c'est un événement catholique, il aura lieu ce soir. C'est un dîner qui va réunir 500 personnes, donc le dîner des bâtisseurs. Ça fait 2 ans que c'est organisé par un petit groupe de trentenaires. Alors vous savez, les catholiques, c'est pas une communauté en fait. Pourtant, il y a à peu près 40% des Français qui se disent catholiques. Donc c'est quand même assez considérable. C'est une minorité, c'est la plus importante des minorités. Et d'une certaine façon, c'est la moins visible. Alors il y a évidemment la communauté juive, elle organise le dîner du CRIF depuis longtemps. C'est un dîner très très politique. Et là, ces jeunes ont essayé de prendre un peu le contre-pied. Je trouve que c'est assez intelligent de réunir des catholiques pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont présents dans la société, dans l'engagement, dans différents secteurs d'activité, mais pas en faire un lobby et pas venir avec une liste de courses à présenter aux politiques. Ils ont vraiment refusé ça.
Et ils ont du coup décidé, j'en parle à votre micro parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler, mais ils ont décidé de ne pas jouer la médiatisation à fond. Ils ont été plutôt sur le frein, sur la participation des politiques. Il y en aura quelques-uns évidemment. Et puis ils ont fait un sondage que je trouve assez intéressant sur l'engagement des Français et l'engagement des catholiques. Je ne vais pas vous citer tout le sondage, mais la Croix le publie ce matin en intégralité. Mais une idée simple, en fait, qui fait du bénévolat en France? Les Français sont très engagés dans le bénévolat. D'après le sondage, voilà, les catholiques, les Français sans religion sont à peu près 25% à s'engager dans une activité de bénévolat. Les gens qui se disent catholiques mais qui ne vont pas à la messe sont à peu près un peu plus engagés, mais pas beaucoup plus. Par contre, les catholiques pratiquants sont 2 fois plus nombreux en proportion à s'engager. Et en fait, toutes les ONG le savent, et pas seulement les ONG catholiques, c'est vrai évidemment au Secours catholique, mais c'est vrai sans doute aussi au Resto du Cœur, dans d'autres associations, peut-être même très, très au-delà du caritatif. Ils sont beaucoup plus engagés. Et je trouve que c'est intéressant, à l'occasion d'un dîner qui pourrait être un peu considéré comme communautariste, de montrer qu'en fait l'enjeu c'est plutôt un engagement au service d'un truc que les cathos appellent, c'est un peu du jargon, mais le bien commun, c'est-à-dire en fait au service de la société, de l'intérêt général, pour employer un terme plus facile à intégrer. Voilà. On va marquer une pause, vous pourrez réagir tout de suite après, c'est l'heure du journal. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Et je rappelle votre dernier livre, Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est paru chez Erol. Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtu. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain et chroniqueur à la Croix. Et Mathieu Hoc, secrétaire général du Millénaire. Nous allons revenir sur le réquisitoire hier du procureur. Marine Le Pen risque 5 ans d'inéligibilité, 2 ans de prison ferme. Le Rassemblement national dénonce une justice politique. Valérie Pécresse veut un projet pédagogique pour montrer des caricatures dans les lycées. Et le ministre de l'économie, Antoine Armand, veut réduire les normes qui empêchent les Français de travailler davantage. On continue notre tour de table. Vous vouliez peut-être réagir sur ce que disait Jean-Pierre Denis oui, sur Notre-Dame. Sur Notre-Dame. Sur Notre-Dame, toute proportion gardée d'ailleurs, comme les Jeux Olympiques, c'est la quintessence de ce que la France est capable de produire de mieux quand elle se mobilise, quand elle s'organise, lorsqu'il y a un fort leadership, parce que le leadership qui était incarné par feu le général Georgelin, c'était quand même pas rien. Quand on réussit de s'asseoir sur un certain nombre de procédures pour accélérer les choses, parce qu'on sait que la France est un enfer technocratique pour plein de choses, et bien là, dans ces 2 cas en particulier, on a considéré que les choses étaient prioritaires, donc c'est allé vite. Et donc, si évidemment des corps de métier qui ont été valorisés, qui font ce qu'est aussi être français et qui font la France, si notre pays fonctionnait à l'image des JO et de la construction de Notre-Dame de Paris, nous serions la première puissance mondiale. Oui, absolument. Oui, non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que Notre-Dame, ça incarne véritablement ce qu'on peut appeler le rêve français, c'est-à-dire que impossible n'est pas français. Et je trouve, et nous trouvons dans notre think tank, que la France manque et sortirait grandie si elle pouvait renouer avec des grands projets collectifs, refaire un peu une nation, nous appelle de bâtisseurs, parce que aujourd'hui, fort malheureusement, notre pays ne survit que sur les acquis du siècle précédent, de ce qu'on appelle l'épopée gaullienne, avec tous les grands projets qui ont été réalisés dans les années 60, le nucléaire, le TGV, etc. On vit sur nos acquis. Il serait temps, effectivement, de renouer avec des grands projets. Et je trouve qu'à ce titre-là, la Notre-Dame, ça en fait partie. Assainir la Seine, on n'est pas forcément d'accord sur cette question-là, mais ça peut être un grand projet. En tout cas, il faut trouver des grands projets consensuels pour pouvoir justement réunir les Français autour d'un vrai projet collectif. Oui. J'ajoute à tout ce qui vient d'être dit, la réalisation du Grand Paris et de l'extension de nombreuses lignes de métro et de nouvelles lignes de transport qui, sous l'impulsion à l'époque du plan Grand Paris de Nicolas Sarkozy, est aujourd'hui une réalité pour de nombreux Français, de nombreuses Franciliennes et de nombreux Franciliens, et que c'est aussi une réussite à mettre au crédit de l'État quand il planifie avec un peu de stratégie les choses. Non, mais c'est pas sur Notre-Dame, il y a eu vous l'avez dit d'ailleurs, il y a une petite astuce qui a consisté à finalement à sortir un peu des contraintes de protection de l'environnement, des monuments historiques, etc., d'avoir un peu un régime spécial. Ça a été assez discuté, controversé à certains moments, notamment au début, quand on a dit on va mettre
une flèche, vous vous souvenez, une flèche en titane. Enfin, on a eu toutes sortes de discussions et de polémiques autour de ça. Mais finalement, le monument est restauré pratiquement dans son état initial. Peut-être un petit débat encore sur les vitraux de Viollet-le-Duc qui font corps avec l'ensemble et qu'il s'agissait de changer. Mais grosso modo, on a quand même réussi à respecter le patrimoine tout en rentrant dans le cadre d'une législation qui permettait d'avoir un petit peu moins de bureaucratie. Donc c'est effectivement pas mal. Baptiste, c'est un coup de cœur. Oui, tout à fait Valérie, c'est sur la grande étude qui a lieu qui n'avait pas eu lieu depuis 18 ans, de l'INSERM et de l'ARS sur le rapport des Français à la sexualité. Alors tout n'est pas rose puisque on voit qu'il y a une augmentation entre guillemets des rapports à risque, mais on a des Français qui sont beaucoup plus ouverts et notamment des Françaises qui ont un rapport beaucoup plus égalitariste à leur corps. On a des seniors qui ne se refusent plus rien par rapport à leurs âges. Et dans ce cadre-là, je suis souvent stupéfait quand il y a des grandes études de ce type, que les politiques et que le débat public soit souvent en décalage en fait avec les réalités. On a vu aussi l'étude de ce type il y a quelques mois intervenir sur la tolérance entre guillemets à la diversité, slash entre guillemets les débats qu'on peut avoir sur le racisme ou une population, une société qui se renfermerait, alors qu'en fait on a une société qui progresse sur tous les sujets, sur tous ces sujets généralement, aussi d'ordre moraux, et qui est de plus en plus ouverte. Et je trouve que c'est quand même encourageant par rapport à une forme de progrès. Et il y a des chiffres toujours en décalage, c'est-à-dire que les hommes commencent leur sexualité plus tôt que les femmes un petit peu plus tard. L'âge moyen qui était 17 ans et 18 ans aujourd'hui, et le nombre de partenaires non plus n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes. Et dans l'étude que j'ai regardée, effectivement, on nous dit que les femmes ne comptent pas de la même manière leurs partenaires, c'est-à-dire qu'elles comptent ceux qui ont compté, alors que pour les hommes c'est beaucoup moins précis. Ou plus précis. Plus précis, vous comptez beaucoup plus pour nous qu'on compte pour vous apparemment. Voilà, absolument. Mais c'est une étude intéressante et vous pouvez la retrouver sur les réseaux, sur Internet. Il y a pas mal de comptes rendus. Rafik Smati, vous, c'est un coup de gueule. Je suis toujours effaré par la capacité que nous avons en Europe de nous tirer une balle dans le pied. Nous tous, quand on passe sur Internet, vous avez les petits bandeaux là qui nous invitent à accepter les cookies ou à refuser les cookies. Il y a une étude qui vient de sortir et qui évalue à 575 millions d'heures chaque année passées par les Européens sur ces bannières de cookies. 575 millions d'heures. Et ceux qui se sont amusés à faire ce calcul ont essayé de le traduire en argent. Ça représente combien? Ça représente 2 milliards d'euros pour la France, ça représente 15 milliards d'euros pour l'Europe. C'est-à-dire le temps passé, parce que le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. Et en plus de ça, je vous passe sur le fait que ça écrabouille l'expérience utilisateur de chacun d'entre nous. Et puis, dans 98% des cas, ça ne sert à rien. Alors oui, il y a des cas où il y a des ventes de données, etc., où ça peut servir. Et ces cas-là, on peut s'en occuper. En plus de ça, on peut s'en occuper. Mais la plupart du temps, ce sont des cookies dits fonctionnels, c'est-à-dire pour mesurer notamment le trafic, etc. Et c'est tellement révélateur de cette capacité à légiférer que nous avons pour ralentir. C'est-à-dire que pendant que le monde en ce moment est en train de connaître la plus grande accélération de l'histoire de l'humanité, nous on réfléchit à comment on va faire parce qu'on se croit plus intelligent que les autres peut-être, comment on va faire pour ralentir. Et c'est la raison pour laquelle on peut mettre ça en miroir avec une autre décision qui a été prise très, très récemment, ce qu'on appelle l'IA Act. C'est-à-dire que l'acte fondateur de l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle, c'est pas d'investir, c'est pas de booster l'innovation, c'est pas d'essayer de réfléchir à comment on va interagir sur le 21e siècle, non, c'est de réguler, c'est de mettre des boulets aux pieds de nos entrepreneurs qui d'ailleurs ne sont plus là, c'est-à-dire que ceux qui veulent bosser dans l'IA aujourd'hui prennent leur avion, ils vont de l'autre côté de l'Atlantique, c'est suicidaire. C'est d'autant plus suicidaire qu'on a tous les talents en France et en Europe, on a des entrepreneurs de grands talents, la France est un pays très entrepreneurial, mais on voit là très bien à travers cette petite bannière 575 millions d'heures, mais vous vous rendez compte, à travers cet IA Act et toute cette obsession de la régulation, que en fait on est aujourd'hui plus sur la discussion du sexe des anges pendant la chute de Byzance que la manière de savoir comment on va coloniser le monde, comme est en train de faire Elon Musk et tant d'autres de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, mais régulation ou protection? Parce que, a priori, ce clic sur les cookies, c'est censé nous protéger. Mais
c'est du pur, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est du bullshit. 98% de ces cookies sont là pour faire des statistiques, pour optimiser la diffusion publicitaire. Ils sont pas là pour monétiser qui vous êtes. Moi, j'appelle vraiment à une refonte de cette directive qui s'appelle e-privacy, qui aujourd'hui est une directive suicidaire pour l'Europe. On peut la reprendre. Il y a des discussions qui sont en cours, mais malheureusement, comme souvent en Europe, ça traîne. Il est temps qu'on soit enfin conquérant, en mode conquête, et que notre obsession, ça soit pas de savoir comment on va réguler, mais comment on va conquérir le monde. Et on a les moyens de le faire. Oui. Réflexion. Moi, j'avoue humblement, prosaïquement, que je trouve ça assez casse-pied de devoir toujours cocher ou décocher, chercher l'endroit où il faut décocher, parce qu'évidemment, par ailleurs, je suis comme peut-être beaucoup d'entre nous, j'ai pas envie qu'on exploite mes données, donc je vais me fatiguer à décocher, à interdire cet accès. Et finalement, au bout d'un moment, comme disent les jeunes, ça nous prend la tête. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une mesure bien intentionnée, mais qui au quotidien est plutôt ennuyeuse. Je suis assez prosaïque. Hein, mais... Non, et puis, moi je voulais revenir sur un point sur l'IA justement, si on ouvre le sujet. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, et j'ajouterais même un autre élément qui est que sur l'intelligence artificielle, l'Europe et la France sont en retard, notamment sur le point de vue du financement des investissements à la matière, puisque un pays comme Taïwan aujourd'hui dépense quasiment autant ou un peu moins que la France sur le développement de l'intelligence artificielle, alors même que nous voulons justement, et que l'intelligence artificielle sera une des grandes innovations de rupture du siècle. On parlait tout à l'heure de grands projets collectifs. Il faudrait effectivement que les pouvoirs publics, en lien avec le secteur privé, puissent véritablement libérer l'investissement, libérer les investissements dans l'intelligence artificielle, au lieu justement de tout le temps restreindre, contraindre, réguler et normer un secteur qui a besoin de se structurer avant même d'ailleurs de le normer. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec votre coup de gueule, Mathieu. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats. Avant de vous donner la parole, Mathieu, je voulais souligner ce qui se passe au Liban, dont on parle assez peu, et en particulier, vous allez me dire que je m'intéresse peut-être plus aux monuments qu'aux individus, mais néanmoins Baalbek, qui est un endroit absolument exceptionnel au Liban, qui est aujourd'hui qui est sous le feu des bombes. Pour l'instant, pas de monument détruit, encore que il y a un hôtel mythique, le Palmyra, où Nina Simone, Jean Cocteau, Fayrouz ont séjourné, qui a été détruit. C'est vraiment, les bombes sont très très proches de Baalbek, et je trouve ça assez tragique qu'on ne respecte pas des bâtiments comme ceux-là. Alors c'est toujours compliqué quand on dit qu'il y a des populations civiles qui sont tuées, mais néanmoins Baalbek, ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, ça fait partie de notre patrimoine. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe au Liban. C'est terrible. Moi j'ai des amis qui sont sur place et qui sont effondrés. Donc c'est... Après, oui, on peut dire qu'il y a des populations civiles aussi, mais bon, Baalbek et autres, c'est dramatique. Mais de toute manière, il y a puisque vous restez sur la question, pour rester sur la simple question du patrimoine, en dehors de toutes les considérations humaines, depuis la guerre en Syrie, il y a une destruction depuis Palmyre. Absolument. Voilà, c'est quand même assez incroyable de se dire que des monuments qui ont plus ou moins survécu à des siècles, même des millénaires, on n'est pas capable aujourd'hui de les garder, voire même ils sont des cibles. C'était le cas de Palmyre. Donc Palmyre en particulier. Mathieu, votre coup de gueule. Oui. Un coup de gueule sur la situation de l'insécurité à Nantes. On a tellement parlé de Grenoble ces derniers temps, de Marseille, etc., qu'on a oublié que Nantes était aussi une des grandes capitales de zones de non-droit en France aujourd'hui, puisqu'il y a un article de vos confrères du Figaro qui est paru ce matin, qui explique que sur les mois d'automne et particulièrement sur octobre, il n'y a quasiment pas eu un seul jour sans coup de feu, sans fusillade dans la ville de Nantes. Il y a eu des fusillades aux alentours de Saint-Herblain. On a un policier qui a été blessé encore mardi dernier. On a eu effectivement plusieurs règlements de compte encore ce week-end.
pas un seul jour ne passe sans qu'il y ait une fusillade, une agression dans la ville de Nantes. Et face à cela, quelle est la réponse de la mairie? On sait bien que les mairies n'ont pas tous les pouvoirs en matière de sécurité, l'idée n'est pas de dire cela, mais la réponse de la mairie, c'est de fermer partiellement un gymnase. Donc on constate un décalage entre une municipalité qui, en 2022 encore, ne voulait pas armer létalement sa police municipale, une municipalité qui, depuis les années 2010, refuse de manière un peu dogmatique l'installation massive de caméras de vidéosurveillance. C'est une politique de sécurité qui ne respecte pas finalement les Nantais et les Nantaises qui aujourd'hui souffrent de cette insécurité grandissante. Alors même, et c'est là où c'est dommage, que Nantes était au début des années 2010 encore considérée comme une ville attractive, l'une des villes les plus attractives de France, l'une des villes dans lesquelles les familles avaient envie de s'installer. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens fuient la ville de Nantes à cause de ces problèmes d'insécurité, notamment au centre-ville et dans les différents territoires perdus de Nantes. Et je trouve que c'est normal de le rappeler aujourd'hui. Je pense que tous les auditeurs qui habitent à Nantes, tous vos auditeurs qui habitent à Nantes vous diront que c'est pas une exclusivité, mais c'est une réalité aujourd'hui et c'est le quotidien. Je voulais le rappeler. Baptiste, vous n'êtes pas d'accord? Je vous vois hocher la tête. Je suis en désaccord. Il y a eu du retard à l'allumage par rapport à l'exécutif de Nantes il y a quelques années. Parfois par dogmatisme peut-être. Néanmoins, vous soulignez qu'il y a un vrai sujet d'attractivité à Nantes, qui est encore le cas. C'est la ville aujourd'hui où le nombre de cadres qui s'y installent est le plus nombreux au-delà de 50 ans. C'est cette attractivité aussi là, et donc cette urbanisation croissante qui a créé les conditions de cette insécurité. C'est-à-dire qu'il y a eu un décalage entre cette démographie croissante et justement ce que ça engendre. Parce que à partir du moment où il y a plus de richesse, plus d'attractivité, forcément, il y a d'autres populations qui viennent. À chaque fois, on a tendance, dans ce pays, à cibler les collectivités locales, qu'elles soient de droite comme de gauche, sur leur politique publique par rapport à l'armement ou non des polices municipales. Mais c'est un sujet régalien qui est aujourd'hui la responsabilité du ministère de l'Intérieur et du déploiement des ressources humaines sur place, de la création de commissariats. Et de ce point de vue-là, il y a eu un retard notamment lié aux années Sarkozy qui est en train d'être seulement comblé. Donc, j'interpelle de ce point de vue-là. Généralement, ces problématiques-là sont un peu plus complexes que ce qu'on imagine et ce qu'on voit de notre prisme parisien. Grenoble, et je ne défendrai pas ici Éric Piolle, Grenoble, on sait que c'est une plateforme, un carrefour européen du trafic de drogue, par rapport simplement à sa situation en termes d'infrastructures routières notamment. Et donc cela aussi engendre des problèmes. Il y a dans ce pays une vraie nécessité d'améliorer justement les discussions et les politiques publiques, généralement entre l'État et ces grandes métropoles. Je pense que Gérald Darmanin, et je ne l'ai pas toujours défendu, dans ce cadre-là, a démarré ce travail. On verra s'il y a des résultats les prochaines années. Oui, et l'hyperviolence, de manière générale aussi, la circulation des armes, qui est un fait majeur ces dernières années en France, et pas seulement en France, en Europe occidentale. L'armement des polices municipales, ça dépend des maires, des mairies. Ça dépend, tout à fait, ça dépend des maires, mais ça dépend aussi des moyens qu'a la mairie pour pouvoir les former. Je n'ai jamais été favorable, je suis favorable à une police nationale au niveau local, la police de proximité. J'ai pas envie que les policiers municipaux sans formation puissent tirer sur quiconque à n'importe quel moment. Vous prenez le cas des commissariats aujourd'hui en région parisienne, c'est un commissariat pour plusieurs communes. Quand vous les appelez, ils vous répondent qu'ils ne peuvent pas intervenir pour les avoir interrogés. Non mais tout à fait. Ils ne peuvent pas être là. Mais donc, que l'État ne se déresponsabilise pas en mettant en responsabilité les collectivités qui créent des polices municipales, que les polices municipales aient un temps de formation pour redevenir des policiers nationaux locaux, sous l'égide des préfectures et par un pilotage étatique. Il y a une chose qu'on dit assez peu, si on reprend l'histoire, on parle de narco-État, c'est que c'est quand même un échec de Gérald Darmanin. Enfin, c'est un échec de Gérald Darmanin, de sa politique. C'est un échec des politiques publiques depuis plus de 30 ans. Mais Gérald Darmanin avait dit je vais agir, etc. On voit que ce qui se passe, ça empire à chaque fois et qu'il n'y a pas eu d'effet. Il y a eu des effets d'annonce, il y a eu ces interventions coup de poing. Force est de constater que ça n'a pas
continuer sur la durée. Je ne sais pas, Rafik Mathis, ce que vous en pensez. Oui, vous avez dit quelque chose de juste, c'est-à-dire que la sécurité, c'est fondamentalement de l'ordre du régalien, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit assurer la sécurité. Là où je ne vous rejoins pas complètement, c'est que j'affirme que la police municipale a malgré tout un rôle de proximité, parce que c'est bien que le maire, qui est quand même... Sur les incivilités. Plus que ça. Là, on parle de meurtre. Prenez l'exemple de la police municipale de Nice, et des policiers municipaux de Nice qui sont personnellement intervenus pour mettre fin à un sinistre attentat et pour empêcher, je crois, deux ou trois attentats d'être commis. Et parce qu'ils sont là, parce que ce sont des policiers municipaux, parce qu'il y a un réseau de caméras qui a été mis en place, il y a une volonté politique. Et on ne peut pas dénier le fait que vous avez certains maires qui ont été dans une certaine forme d'angélisme. C'est le cas à Nantes, c'est le cas à Bordeaux. Vous avez le maire de Bordeaux qui, hier, annonçait que peut-être qu'il fallait imaginer armer les policiers municipaux. C'est très bien, mieux vaut tard que jamais. Mais on paye aussi cet angélisme. Même si l'insécurité galopante que nous avons dans notre pays, il faut dire la vérité, ça c'était votre premier point, ce n'est pas la responsabilité des maires, c'est la responsabilité non pas de Gérald Darmanin, parce que vous êtes un petit peu injuste avec lui, de toutes les politiques publiques qui sont menées depuis 30 ans en réalité. Mais il avait affiché une volonté de changer les choses. C'est ça que je veux souligner, évidemment qu'il n'est pas responsable de la situation actuelle, mais il avait dit que les choses allaient changer. Maintenant, toute la question... Qu'il n'y aurait plus de mortiers, qu'il n'y aurait plus de rodéo, qu'il n'y aurait plus... Non, mais le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est le décalage entre les paroles et les actes. Le fameux Karcher qui s'est transformé en pistolet à eau, suivez mon regard, les discours et les postures martiales qui en réalité servent à se valoriser sur un plateau de 20 heures mais qui ne se matérialisent pas sur le terrain. Moi j'attends de voir avec grand intérêt ce que va faire monsieur Bruno Retailleau, parce qu'il est dans les discours extrêmement convaincant. Maintenant, comment cela va se manifester sur le terrain? C'est ça qu'attendent les Français. Véronique nous dit on devrait s'intéresser également à Toulouse, c'est la même chose et pourtant c'est moudinque. François nous dit à Strasbourg, un SDF retrouvé blessé dans un état grave, une femme calcinée dans un buisson, un cycliste retrouvé mort. Bon, après, et Marseille, ça a été Godin pendant 30 ans. Enfin, mais justement, ce qui fait peut-être la différence, et c'est pour ça qu'à Toulouse, il y a moins de polémiques, ou qu'il y en avait un petit peu moins aussi à Marseille à l'époque de Jean-Claude Gaudin, c'est qu'il n'y a pas cette tentation d'euphémiser, de relativiser, d'excuser, qui a été malheureusement celle qu'on a pu entendre, alors en particulier à Nantes, mais à Grenoble évidemment. Je suis pas sûr qu'on en soit toujours complètement sorti. Voilà. Après, il faut être quand même assez réaliste. On n'est pas dans la situation tout à fait de la Belgique et des Pays-Bas où on n'est pas loin parfois de se dire mais on est dans des narco-États. Enfin, on n'est pas loin de cette situation-là d'infiltration, mais on est quand même dans une généralisation du trafic de drogue qui est hors de contrôle. Et ça serait quand même un peu dur de dire c'est la faute à tel ou tel ministre. Cela dit, Darmanin, il est resté longtemps. Et donc ça, c'est aussi pour cela qu'il a, d'une certaine façon, à rendre des comptes. Parce qu'on se plaint beaucoup quand les ministres passent les uns après les autres. C'est souvent le cas d'ailleurs à l'Éducation nationale. Mais là, Darmanin est resté assez longtemps. Et donc, effectivement, il est légitime de faire son bilan, tout en disant, attention, c'est quand même un phénomène tellement puissant que malheureusement... On n'a pas encore... je ne sais même pas si on a pris la mesure, en fait. Non, je ne pense pas. Je suis d'accord avec vous. Parce que je pense que la difficulté que les pouvoirs publics ont depuis une trentaine d'années, c'est plutôt la question du diagnostic. On ne pose pas forcément le bon diagnostic. Le diagnostic, le consensus au niveau des pouvoirs publics, c'est de dire si l'on fait baisser la pauvreté, alors l'insécurité baissera de manière mécanique. Or, l'insécurité est quelque chose qui est multifacette, qui est multi-explicatif, avec un volet effectivement économique, mais aussi un volet culturel. Et même un volet identitaire d'une certaine façon. Et donc, sans résoudre l'ensemble de ces paramètres, on n'arrivera jamais à enrayer les questions d'insécurité. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour parler du Rassemblement national, de ce procès, des réquisitions hier. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous continuons nos débats. Nous allons parler évidemment de ce réquisitoire hier. L'accusation a requis donc 5 ans de prison contre Marine Le Pen, dont 2 ans ferme
aménageable, 300 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen, la jugeant au centre donc d'un système organisé visant à faire du Parlement européen la vache à lait du RN. C'est une affaire d'emploi fictif d'assistants parlementaires. Beaucoup de réactions suite à... Alors ce n'est pas la condamnation, le jugement doit être rendu au mois de février prochain. Néanmoins, inéligibilité pendant 5 ans, évidemment, ça fait réagir. Justice politique, disent certains. À un moment, on a entendu, je crois que c'est une substitut du procureur dire à propos d'un des prévenus, bon, vous c'est moins grave, mais en même temps ça me fait mal de le dire, ce qui paraît être quand même une réflexion pour le moins étonnante. Donc justice politique, justice réquisitoire sévère. Ça vise à ce qu'elle ne puisse pas se représenter. Pour être juste dans ce dossier-là, il faut commencer par dire que le caractère obligatoire de l'inéligibilité est inscrit dans la loi depuis la loi Sapin. C'est-à-dire que c'est le législateur qui a décidé que ça soit le cas. Ensuite, on peut se poser la question de savoir est-ce que cette loi est bonne ou est-ce que cette loi est mauvaise. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette loi est mauvaise puisque la justice est rendue au nom du peuple français et que c'est au peuple français d'avoir le dernier mot par définition. La justice, elle n'est pas rendue au nom des juges, il faut quand même le préciser. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme si rien n'a été fait, mais on peut être créatif, on peut imaginer par exemple, je vous donne une idée, que dans la profession de foi d'un candidat, il y ait l'obligation de mettre une publication judiciaire, par exemple liée à une condamnation, qui ne fasse pas l'impasse sur un acte qui aurait été commis pour que l'électeur, pour que le citoyen vote en toute connaissance de cause. Mais empêcher le citoyen de se prononcer, surtout dans une époque où les populismes sont en train de monter, de s'exacerber, où vous avez des théories du complot qui poussent dans tous les sens, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée pour notre démocratie de vouloir mettre un frein, parce que quand vous voulez étouffer un phénomène, le phénomène finit toujours par arriver de là où on ne l'attend pas. Et donc je crois que Marine Le Pen, il faut la battre, mais il faut la battre dans les urnes. Oui, alors la petite phrase exacte, c'est « je ne peux pas demander une relaxe, ça me ferait trop mal », donc prononcée par une procureure au procès du RN. Jean-Pierre Denis, comment vous accueillez ce réquisitoire ? Je crois qu'il ne faut pas mélanger deux choses, il faut distinguer. C'est quand même c'est plus compliqué que ça en a l'air. D'abord, le fait que des assistants parlementaires soient rémunérés par une institution, le Parlement européen en l'occurrence, mais ça pourrait être pareil à l'Assemblée nationale, alors qu'ils ont un emploi fictif, puisqu'en fait ils servent à l'intérieur du parti politique, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un système qui n'est pas sain et qui n'est pas acceptable. Que la loi, en effet, ait essayé de l'empêcher avec des peines d'inéligibilité automatique. Alors on peut discuter effectivement de toutes ces lois, mais en tout cas, c'est la loi, elle a été faite pour empêcher ces dérives, elle n'a pas été faite pour Marine Le Pen, il faut quand même le rappeler. On se souvient d'ailleurs du fait que François Bayrou, qui n'a pas pu être, qui a dû démissionner du premier gouvernement après l'élection d'Emmanuel Macron, parce qu'il y avait aussi il était soupçonné aussi dans des affaires finalement assez comparables. Donc c'est la même loi pour tout le monde. Ensuite, il y a un problème, et vous l'avez d'ailleurs souligné, c'est l'ambiance dans laquelle on est, qui fait que on peut dire, ça serait une députée ordinaire, inconnue, je vais dire quelque chose qui peut choquer, mais à la limite, on ne serait pas en train d'en discuter. Là, on parle d'une personne qui est potentiellement candidate à la prochaine élection présidentielle et potentiellement en situation de l'emporter. C'est vrai qu'on a vu avec Trump que plus il y avait la justice était au basque de ces leaders populistes, plus les gens se disaient on a envie de voter pour eux parce qu'on m'empêche de voter pour eux, donc je vais voter pour eux. Mais il y a quand même, à mon avis, il faudrait se concentrer sur le troisième point, qui est le seul point vraiment discutable, je trouve, c'est le caractère immédiatement exécutoire de cette peine. C'est-à-dire que cette inéligibilité, alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle serait obligée de démissionner, mais elle ne pourrait plus se présenter. Cette inéligibilité serait... Alors, pour l'instant, ce sont uniquement les réquisitions, donc c'est pas un jugement, mais si la peine était prononcée, serait immédiatement exécutoire, c'est-à-dire qu'elle pourrait pas faire appel, aller jusqu'au bout de la procédure. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez gênant, parce que de manière générale, alors là, je me prononce pas spécialement sur Marine Le Pen, mais
voilà, tant que l'affaire n'est pas allée à son terme sur le plan judiciaire, donc avec la possibilité de faire appel, peut-être d'aller en cassation, je trouve que cette exécution immédiate, elle est, pour le coup, je vais en terminer par là, elle est politique. Voilà, elle est vraiment politique. Et c'est là qu'il y a, à mon avis, un débat. Sarah Knafo, ce matin, dit ce n'est pas à un juge de décider qui est éligible ou non. En même temps, c'est la loi. La loi, c'est ce que vous rappeliez. Donc, je ne sais pas comment vous comprenez, vous réagissez à cette comme vous venez de le dire, la loi est la loi. C'est encore une fois de plus l'ironie du sort de certains politiques qui, là, pour le coup, j'irais plus sur le terrain, justement, du discours que sur le terrain du droit, qui appellent à avoir moins de laxisme, qui appellent vraiment à une fermeté totale. Et lorsqu'ils sont soumis, justement, à cette loi, parfois, qu'ils ont appelée de leur vœu ou qu'ils ont défendue, se retrouvent à être dans un discours contraire. Et je pense que là, de ce point de vue-là, en effet, ça peut parfois renforcer la base électorale, mais je pense surtout que ça dégoûte de nombreux électeurs, avant toute chose, de la crédibilité des politiques. Et là aussi réside le danger. Je ne sais pas, parce que les faits qui lui sont reprochés, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Certes, c'est une forme de détournement. C'est une forme de détournement, mais il n'y a pas d'enrichissement personnel. Et l'inéligibilité, elle interroge. C'est évidemment que la loi, c'est la loi, sauf qu'on s'interroge dans cette demande du procureur sur la sévérité quand même de cette argumentation. Ah non, c'est la loi, c'est pas une question de sévérité. Ce qui est discutable, encore une fois, c'est l'exécution immédiate. Mais l'exécution immédiate témoigne peut-être d'un acharnement. Oui, un point d'interrogation. Mais le reste, c'est la loi. Faut rappeler ça. Ça, effectivement, c'est la loi, et je dirais qu'il y a 3 conséquences politiques. La première, c'est celle dont vous venez de parler, c'est qu'effectivement la loi, du coup la peine qui serait prononcée, je mets du conditionnel, serait immédiatement exécutée, alors même que c'est un des enjeux, c'est un des motifs politiques, un des carburants électoraux, du Rassemblement national, c'est de dire justement sur les questions de justice notamment que il y a un décalage entre le prononcé d'une peine et son exécution. Donc là, vous avez 2 conséquences possibles. Soit effectivement il y a une contradiction dans le discours, soit le Rassemblement national pourrait effectivement utiliser une stratégie de victimisation en disant pourquoi sur des affaires politiques il y a une exécution directe automatique de la peine, et par contre sur d'autres sujets, notamment sur les questions d'insécurité, sur les questions de narcotrafic, etc., ce n'est pas le cas. Ou même sur les questions de politique migratoire. Alors on peut élargir le sujet. Ça, je pense que c'est la première question de politique. Le deuxième point politique qui me paraît important, c'est la question de la crédibilité de l'appareil du Rassemblement national. On se souvient que le Rassemblement national, pour les élections législatives, s'est planté d'une certaine façon, puisque sur le fameux plan Matignon, l'organisation du Rassemblement national, de sa capacité à gagner, à proposer à gagner les élections législatives, sélectionner les bons candidats pour ensuite après mettre Jordan Bardella à Matignon. On a vu qu'il y avait des problèmes dessus, des dysfonctionnements, et donc ce procès-là arrive au mauvais moment puisqu'ils sont en train de réorganiser l'appareil interne du parti. Et le troisième point, je pense, c'est politique, en termes de conséquences politiques, c'est justement la solidarité d'une partie des autres partis politiques, notamment de Sarah Knafo, de droite, sur ce qu'on pourrait appeler un gouvernement des juges, et sur l'idée qu'aujourd'hui, la justice n'est plus indépendante, une idée qui finalement quand même est de plus en plus majoritaire au sein des Français. Il faut rappeler quand même que l'institution judiciaire est l'une des institutions où les Français sont les plus défiantes par rapport à la police, par rapport à l'armée, par rapport aux hôpitaux. Il faut rappeler que moins d'un Français sur 2 n'a confiance en sa justice. Est-ce que le premier parti qui subit ces procès-là, effectivement, je ne reviens pas sur la loi, mais est-ce que le premier parti de France aujourd'hui qui subit cela finalement ne va pas accréditer cette thèse auprès d'une partie des Français, qui est que la justice est pas politique? Non, mais c'est pas le premier parti. Il y a maintenant très longtemps de cela. Dans le nombre de voix. Oui, non, mais je veux dire, le premier parti dans l'histoire, enfin, le Parti socialiste à l'époque de l'affaire Urbain. Et pas seulement. Et pas seulement. Enfin, c'est une des. Mais le MoDem jusqu'à très récemment pour les mêmes raisons. Quand je dis pas c'est le premier parti en nombre de voix. Je veux dire, quelque part, c'est la normalisation du Rassemblement national. Il est traité. On peut quand même le redire. Il est quand même traité comme tous les partis politiques, c'est-à-dire qu'il y a une loi, elle doit s'appliquer. On peut quand même redire que c'est de l'argent public, c'est le financement des sommes qui sont allouées aux parlementaires, c'est de l'argent public, et on peut dire aussi qu'il y a
lâchons les mots, un devoir d'exemplarité des élus. Donc tout ça, c'est quand même à rappeler. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faille exécuter cette mesure sans avoir purgé la possibilité d'appel. On va y revenir. Moi, ce qui me gêne, c'est l'argument premier parti, où parce qu'il y a 11 millions de votants, on ne pourrait pas la condamner. Je raisonne un peu par l'absurde, mais j'entends un peu je ne sais pas très bien comment l'argumenter, mais c'est pas parce qu'il y a 11 millions de personnes qu'on ne doit pas être condamné non plus. Ah non, bien sûr, c'est pas ce que je dis. C'est pas ça le sujet. Oui, mais c'est un petit peu ce qu'on entend aussi quand même. Non, mais si elle doit être condamnée, il faut qu'elle soit condamnée. C'est le respect de la loi. La question qui se pose, c'est est-ce que cette condamnation doit l'empêcher de se présenter au suffrage des Français, ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui permettraient aux Français de voter en connaissance de loi? On va y revenir dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Quelques mots encore sur le procès de Marine Le Pen. Je ne sais pas qui voulait réagir à ce qu'on disait. Non, bon, on a fini sur le sujet, on attend la condamnation. On va revenir sur... ça y est, vous avez déjà... Oui, c'est ce que... Pardon ? Vous avez déjà la condamnation. Non, on attend la décision. Ou la relaxe, mais visiblement... revenons sur ce qu'a déclaré ce matin Antoine Armand. Je ne sais pas si on a le son, non, on ne l'a pas. Ministre de l'économie qui était ce matin invité de Jean-Jacques Bourdin, qui estime que travailler gratuitement 7 heures par an pour financer la Sécu, c'est une proposition plutôt intéressante. Alors ça émane de la commission des affaires sociales du Sénat. On a l'impression qu'on est dans la boîte à outils, comme dirait l'autre, où on cherche toutes les idées possibles et imaginables pour retrouver un petit peu d'argent. Vous pensez que les Français vont réagir comment quand on va leur dire qu'il y a un déficit? On leur a dit qu'il y avait un déficit abyssal, qu'on n'avait pas vu venir les choses, et là on va leur demander de travailler 7 heures gratuitement dans l'année. Je crois que le problème est très mal posé par le ministre lui-même. C'est-à-dire que si vous allez au-devant des Français et vous leur dites vous allez travailler X, en l'occurrence 7 heures de plus, et ça va régler le problème, ce qui entre nous soit dit ne sera évidemment pas le cas, ou on va vous supprimer 1 ou 2 jours fériés pour financer notre modèle social, si vous présentez les choses de cette façon-là, ça ne marche pas. Non. En revanche, la question du travail, elle demeure centrale dans notre société. Elle demeure centrale, pourquoi ? Parce que la France est objectivement, dans l'OCDE, le pays qui travaille le moins tout au long de la vie. Oui, mais le plus productif. Avec une productivité qui s'est effondrée depuis 5 ans. Elle s'est effondrée, la productivité française. Donc, on est un pays qui travaille moins tout au long de la vie et moins tout au long de l'année. Ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, nous avons un taux d'emploi, c'est-à-dire rapporté au nombre de la population en âge de travailler, nous avons un taux d'emploi qui est, d'ailleurs, qui n'a jamais été aussi élevé, mais qui est surtout 10 points en moins que celui de nos voisins. C'est ça la réalité de notre pays. Le taux d'emploi est une réalité. Et vous avez des économistes qui sont extrêmement sérieux. Je pense à Patrick Artus ou à d'autres qui ont évalué que si nous réussissons en France à atteindre le taux d'emploi de nos voisins, notamment néerlandais et allemands, eh bien cela engendrerait une augmentation de notre produit intérieur brut de 12%, de 12 points, et surtout 130 milliards de recettes supplémentaires en plus. Ce qui, entre nous, réglerait quasiment l'ensemble de nos problèmes de financement de notre modèle social, de financement de notre sécurité sociale, etc. Même pour mettre de l'argent dans l'éducation, dans l'avenir, etc. Ça réglerait tous les problèmes. Donc l'idée qui consiste à dire que nous devons collectivement, en France, travailler plus, produire plus, pour pouvoir être au niveau de nos voisins, pour être dans la compétition internationale, pour pouvoir fabriquer des choses et les exporter, ce qui est un véritable enjeu dans notre pays. Nous avons un nombre d'entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de petites entreprises, parce qu'on est des entrepreneurs en France. On a des grandes entreprises qui sont absolument remarquable, mais nous avons 3 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire que les Allemands, 2 fois moins que les Italiens. Et qui c'est qui exporte ? Alors c'est évidemment les multinationales, mais c'est aussi et surtout les entreprises de taille intermédiaire. Donc il y a une vraie réflexion qui ne passe pas par une annonce comme ça un peu gadget qui consiste à dire vous allez travailler 7 heures de plus et ça va tout régler. Non, ça réglera rien du tout. Il y a une véritable réflexion, révolution copernicienne à avoir sur le rapport au travail. Et je le dis et je le répète, l'idée c'est de ne pas nous punir collectivement, c'est de travailler plus pour accéder à la prospérité et que nos enfants et nos petits-enfants puissent être des acteurs du 21e siècle et du 22e siècle qui arrivent. C'est ça l'enjeu. Et ça passe par travailler plus. Ouais. Et il y a des leviers pour améliorer la productivité. Moi, je suis de ceux qui considèrent que l'intelligence artificielle
à court terme, parce qu'à long terme, ça sera un autre sujet, mais à court terme, va être un levier d'accroissement de la productivité, ne va pas détruire des emplois tout de suite. Donc on a en plus de ça des leviers pour accroître notre productivité. Mais tout ça, voilà. On a l'impression qu'on est dans le gadget. Je viens de parler pendant 2-3 minutes à votre micro. Il faut du temps pour l'exprimer, il faut du temps pour le partager et il faut de la répétition. C'est sûr que c'est plus facile de dire 7 heures de plus et on règle tout. Mais non, c'est plus compliqué que ça. Ouais, c'est plus facile, mais c'est pas très malin, franchement. Ça a aucun sens. Personne ne peut. Enfin, c'est faussement clair de dire on va travailler 7 heures de plus pour. Voilà, on a un problème. Je suis d'accord avec vous sur le taux d'emploi. Cela dit, ça se décrète pas le taux d'emploi. Donc, c'est la résultante d'une politique économique. C'est la résultante d'une politique économique qui prend aussi son temps, qui doit aussi prendre son temps. Il y a une vérité dans laquelle on n'est pas complètement sur le financement, enfin on parle toujours du déficit public, sans rappeler, et il faut systématiquement le faire, qu'en fait c'est de la redistribution de dépenses sociales, c'est essentiellement la santé. Ouais. Donc, c'est la santé. C'est essentiellement la santé, ce sont les retraites, et donc c'est lié au vieillissement de la population. Donc à un moment donné, il faut assumer ça, et pas faire comme si c'était parce que l'État était mal géré. Non, il y a des dépenses de santé qui augmentent partout parce que la population vieillit. Mais ça n'empêche pas que ça puisse être mal géré aussi. Donc il va falloir à un moment donné le financer. Non, ça n'empêche pas que ça puisse être mal géré aussi. D'autant plus qu'on fait un peu tout à l'envers sur le modèle social depuis au moins 40 ans, je pense. On nous dit souvent que la France ne souffre pas d'un excès de libéralisme, elle souffre d'un excès de socialisme. On a augmenté les dépenses sociales comme jamais depuis 1981 notamment. En 1981, les dépenses sociales rapportées au PIB, c'était 10%. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux, les gens vivaient mal dans la rue, etc. Ce n'est pas le cas. Or, aujourd'hui, c'est plus de 33%. Donc, on est le champion du monde de la dépense sociale. Ensuite, après, comme la dépense sociale a augmenté de manière continue, on a effectivement augmenté les recettes sociales pour pouvoir les financer. Sauf que ce à quoi on s'aperçoit depuis les années 90, c'est que comme on a renchéri le coût du travail, notamment, on fait de plus en plus ce qu'on appelle des allègements de charges. Donc, ça a commencé déjà sous Jacques Chirac et sous Alain Juppé. Donc, ensuite, après, une fois qu'on fait ça, et puis donc ça s'est poursuivi, on a un problème dans les recettes. Qu'est-ce qu'on fait du coup pour combler les recettes? On va chercher l'impôt. C'est pour ça qu'on crée, Alain Juppé crée la CSG, ou c'est Michel Rocard, je crois, qui crée la CSG, puis ensuite après on fait la CRDS, puis ensuite après on utilise la TVA, et donc en fait on se retrouve avec un modèle social qui normalement est financé par le travail, qui est de plus en plus financé par l'impôt. Au départ c'était 100% par le travail, maintenant c'est 75, 70% par l'impôt. Et donc qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? C'est parce que comme on n'a plus assez, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, on n'a plus assez de travail dans notre pays, on est obligé justement de faire des petits arrangements, des petites magouilles sur les niveaux des dépenses sociales. Donc les deux mesures qui semblent importantes à faire, c'est effectivement voir là où il y a de la dépense sociale à couper, parce qu'il faut effectivement revenir au niveau des autres pays européens. Ce n'est pas normal qu'en France on soit à 8 points de plus que la moyenne des pays OCDE. Effectivement, avec 8 points, on dégagerait plus de 150 milliards d'économies, on ferait des 150 milliards d'économies sur le modèle social, et pour autant je pense pas que les Allemands ou les autres pays européens sont à ce point en difficulté. En tout cas, quand on voit la crise sanitaire, la gestion de la crise sanitaire, elle n'a pas été meilleure en France qu'en Allemagne, par exemple. Donc, le premier point, c'est sur les dépenses, et puis le deuxième point, c'est effectivement sur les recettes, et il faut revoir la politique que l'on a sur le sujet. Mais je pense que c'est une politique globale, de long terme, et effectivement augmenter le taux d'emploi, parce qu'il faut effectivement que les Français travaillent plus, et qu'ils travaillent déjà, parce que beaucoup trop de gens aujourd'hui ne travaillent pas dans notre pays. Sauf que c'est pas tellement effectivement, ça va être compliqué de les remettre au travail. Baptiste? Ces dernières années, on a quand même vu un progrès assez substantiel sur le chômage, qui continue quasiment à baisser, qui stagne maintenant depuis 2 ans, mais qui est en baisse. Repartir, hein. Et ça ne se... Malheureusement, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Sur les dépenses sociales, en effet, on est supérieur à la moyenne des autres pays de l'OCDE. Néanmoins, je rappelle une chose, on est aussi un pays qui vieillit mieux, où on a une santé et un niveau de santé qui est supérieur aussi à nos voisins. Le problème de ce point de vue-là, c'est quand on met le niveau de dépenses sociales et de protection sociale aujourd'hui en face de la qualité. On sait qu'on a un hôpital public qui se dégrade, une école publique, si on va sur d'autres terrains, qui se dégrade. Et là, il peut y avoir un sujet de confiance en l'avenir de la part des Français sur leur capacité aussi, demain, à accepter l'imposition de manière générale. Après, si on prend la mesure de ce matin, c'est encore une fois une mesure de maquillage. D'une part, on a une situation, et le ministre de l'économie
devrait commencer lui-même par s'imposer peut-être ces 7 heures en plus pour régler le problème du déficit et de la dette, sans aller sur ce terrain-là qui est un peu facile, mais qui est quand même aujourd'hui une dérive qu'on n'avait pas observée sous la Ve République, qui a surpris l'ensemble de la classe politique ces dernières semaines, avec un PLF dont on ne sait pas encore aussi quelles seront, dans ce cadre-là, les réponses apportées. Enfin, simplement, sur l'emploi en tant que tel. Et là, je vous rejoins totalement sur ce qu'est aujourd'hui le travail. On ne réinterroge pas le travail. C'est-à-dire que on a de nombreux indicateurs qui ont évolué depuis le Covid sur l'alternance, sur le télétravail, sur la productivité aussi, on en parlait hors antenne, qui a diminué. Mais on reste quand même dans les pays phares de ce point de vue-là au niveau européen. On n'a pas de débat sur ce qu'est la place du travail aujourd'hui dans la vie des Françaises et des Français. Moi, venant d'un bord plutôt social-démocrate, je n'ai pas peur de me dire qu'il faut qu'on réinterroge les 35 heures, qui ont été, dans certaines industries, dans certains secteurs aussi, des trappes à pauvreté. Je ne suis pas contre le fait qu'on réinterroge, encore une fois, les 35 heures. Je pense que c'est un des sujets. Je ne dis pas qu'il faut forcément aller à 39 heures, il faut aussi faire confiance au corps intermédiaire, réinstituer un dialogue social qui, dans ce pays, depuis maintenant 7 ans, c'est-à-dire le début du quinquennat Macron, esquinté. Il faut remettre les partenaires autour de la table, qu'ils soient les partenaires économiques, entrepreneuriaux, sociaux, pour avoir une discussion qui nous permette d'avancer collectivement ensemble sur ce sujet. Merci à tous les 4. Dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.